Bonjour à toutes et à tous, vous regardez la 5e édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité bi-hebdomadaire du média. Aujourd'hui, un seul sujet à la une, les États-Unis, leur élection présidentielle, leur place dans le monde d'aujourd'hui. J'en parlerai avec Chris, blogueur qui couvre la politique américaine depuis des années pour Le Vent se lève et qui co-anime avec Héloïse Bajou le podcast du média TV consacré à ce scrutin Make Elections Great Again. J'en parlerai aussi avec Bertrand Badi, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales et auteur de plusieurs livres, le dernier étant Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique, paru aux éditions CNRS. Avec l'un et avec l'autre, on essaiera d'aborder la question de la manière la moins convenue possible. On essaiera d'éviter l'écueil manichéen gentil contre méchant appliqué aux partis démocrates et républicains. Quelles sont les leçons de ce scrutin ? Comment et pourquoi Donald Trump a gagné des électeurs par rapport à 2016 ? Quelles sont les tendances sociologiques qui se dégagent de ce scrutin ? Pourquoi les sondages se sont encore trompés ? Qui va contrôler le Congrès ? Y aura-t-il à la Maison-Blanche un président ligoté par un pouvoir législatif hostile? Ces questions seront pour Chris. Et avec Bertrand Badi, on fera un peu le bilan diplomatique des années Donald Trump. Trump, un président peu interventionniste, peu porté sur l'impérialisme, mais aussi nationaliste, indifférent à la complexité du monde et hostile au multilatéralisme, aux accords de Paris sur le climat ou à l'Organisation mondiale de la santé. De quelle Amérique ce président est-il le signe ? A-t-il incarné le désir de l'Amérique de cesser d'être le gendarme du monde, de se refermer sur elle-même ? Est-il le visage de la modestie, du déclin ou d'une forme de pathologie politique grave ? Restez avec nous pour ces deux entretiens, c'est parti. On commence par évoquer les questions les plus directement liées à l'actualité politique électorale avec Chris, qui suit les péripéties du pays de l'oncle Sam pour Le Vent se lève et aussi ces derniers mois pour le média. Hello Chris, est-ce que tu considères qu'on va aux États-Unis vers une crise post-électorale ? Crise post-électorale, je ne pense pas, mais c'est difficile à dire pour l'instant. A priori, Biden devrait gagner. Vu comment se passe le décompte, la question c'est est-ce que Trump va reconnaître la défaite si elle est avérée et qu'est-ce que va faire le parti des républicains derrière. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que des organes comme Fox News ou le New York Post, qui est un journal très conservateur et très pro-Trump, sont en train un peu de montrer qu'ils le lâchent un peu, dans le sens où ils ne contribuent pas à sa rhétorique de fraude électorale. Donc, il y a des chances quand même que la réalité s'impose à Trump petit à petit, si il est avéré qu'il perd l'élection. Mais quelque part, l'élection a justement montré que Trump est devenu le champion des républicains. Il a accru son audience, accru sa force. Est-ce que le parti ne sera pas tenté de le soutenir, même si au final, il perd une sorte de bataille judiciaire qui va durer de longues semaines ? C'est difficile à dire. Disons que cette élection montre que le Trumpisme ne va pas mourir avec Trump, ça c'est sûr. Il a, en gros, pour l'instant, je crois, à vue de nez, 6 ou 7 millions de voix de plus qu'en 2016. Mais il ne faut pas ne plus oublier que de l'autre côté, Biden a 10 millions de voix de plus que Hillary Clinton pour l'instant, à peu près, et qui va finir avec 5 millions de voix, voire plus d'avance sur Trump. Donc, d'un point de vue national, la légitimité est clairement pour Biden. Et après, sur le collège électoral, on va voir, selon les résultats des différents États, si ça va être une victoire sur le fil de Biden, une défaite sur le fil, ce qui est quand même peu probable vu les tendances actuelles, ou une défaite assez large. Mais ça va être difficile, si Trump reste campé sur sa position, ça va être difficile pour le Parti républicain, qui de son côté a fait des très bons résultats à l'échelle locale et au Parlement, au Congrès, de suivre Trump jusqu'au bout. Alors, je précise qu'on enregistre cette interview vendredi, donc le jour de sa diffusion, mais dans l'après-midi, et que vu que beaucoup de choses se passent, c'est pour ça qu'on a cette prudence. Peut-être que quand sera diffusé, on en saura un peu plus. Est-ce qu'on peut dire que si Joe Biden est élu, il sera un président mal élu ? Alors, ça dépend de quel point de vue. Il est bien élu dans le sens où aucun président n'avait reçu autant de voix avant, hein, si on regarde juste le total de la participation et les voix qu'il reçoit. Il est aussi bien élu dans le sens où il aura un écart de voix conséquent, je disais environ entre 5 et 10 millions de voix de plus, plutôt 5 millions de voix de plus que Trump, on va dire. Donc ça le légitime vraiment. Là où il est mal élu, c'est que d'abord, c'est des marges un peu faibles sur certains États clés, mais ça, c'était déjà le cas de Trump en 2016.
mais surtout, il semblerait qu'il ne gagne pas le Sénat et que le Parti démocrate enregistre des pertes à la fois à l'échelle locale, dans les parlements locaux des différents États, et à la Chambre des représentants, qui devrait rester sous contrôle démocrate, mais avec une majorité un peu moins nette que c'était le cas en 2018. Donc ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal à gouverner, puisque les ministres qu'il va le nommer vont devoir être approuvés par un Sénat qui sera a priori sous contrôle républicain, et que pour faire passer une réforme d'envergure, il faudra une nouvelle fois l'appui du Parti républicain, ce qui est très peu probable. Donc on peut dire qu'il va avoir du mal à gouverner, ce qui peut ouvrir des problèmes pour les démocrates sur le moyen terme et le long terme. Parlons un peu de la polémique du vote par courriel qui est considéré par le camp Trump comme un instrument de France. Le vote par courrier, ça n'existe pas en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et nous dire si, à ton avis, ces accusations de tricherie via le vote par courrier, elles sont à prendre au sérieux? Alors oui, donc le vote par courrier, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, depuis la guerre de sécession, donc on parle quand même d'un siècle. Ça a été surtout, on va dire, étendu après les années 2000, et certains États le pratiquent déjà depuis de nombreuses élections. Le Colorado, par exemple, vote depuis déjà plusieurs cycles électoraux uniquement par courrier. En Californie, entre un tiers et deux tiers des électeurs votent par courrier depuis déjà plusieurs cycles électoraux. Et même dans les États républicains comme le Texas ou la Floride, il y a des votes par courrier tous les ans depuis des années. Donc ça n'a pas de problème. Là où ça a créé des problèmes, entre guillemets, c'est que d'abord, à cause du coronavirus, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voulu voter par courrier cette fois-ci. Dans quelle proportion? C'est en gros, alors, il y a à peu près 2 fois plus de votes par courrier cette année, je crois, qu'en 2016. Donc on est sur du 80 millions contre 40 millions en 2016. Je ne suis pas sûr à 100% des chiffres, mais c'est ça à peu près l'ordre de grandeur. Et les gens qui ont voté par courrier sont très majoritairement démocrates, puisque c'est eux qui avaient plutôt peur de contracter le virus en allant voter physiquement. Alors que les républicains, qui eux s'informent d'abord auprès de Fox News, de journaux conservateurs ou de radios conservatrices, ont entendu pendant 6 mois le président et le Parti républicain dire que le coronavirus, c'était pas grave, c'était pas dangereux, que ça servait à rien de porter des masques. Donc eux, ils n'ont pas eu peur de voter physiquement, et ils ont été découragés par Trump qui leur a dit il ne faut pas voter par courrier parce qu'il va y avoir des fraudes. Donc du coup, ça crée cette dynamique où on a vu le soir des élections surtout des votes pour Trump, puisque c'est surtout les républicains qui ont voté le jour des élections. Et une fois qu'on a commencé à dépouiller le vote par courrier, c'était surtout des électeurs démocrates, ce qui explique que Biden, qui était en mauvaise position le soir des élections, est en train maintenant de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui avait été anticipé par tous les médias. On en avait parlé dans le média, dans le podcast, on en avait parlé, j'en avais parlé moi-même dans des articles à côté. C'est pas une surprise, et c'est pas une surprise non plus que Trump essaye de donner l'impression que c'est une fraude, puisqu'il avait dit ça clairement dans des interviews avant le vote aussi. Donc en fait, le scénario se déroule comme on le craignait ou l'anticipait. La seule chose qui surprend, c'est qu'on s'attendait à ce que Biden gagne beaucoup plus largement, puisqu'en fait, il est entre 3 et 5 points en dessous de ce que prédisaient les sondages. Alors, les sondeurs se sont-ils encore trompés en annonçant ce résultat, un résultat qui n'est pas vraiment conforme aux faits? Comment et pourquoi se sont-ils encore trompés après le fiasco de 2016? Ça, c'est une question qui va être difficile à trancher, mais ce qui est clair, c'est qu'ils avaient en gros 3 points il y avait une marge d'erreur de 3 points en 2016, là, elle serait plutôt à 5. Est-ce que c'est parce que les électeurs de Trump ont du mal ne veulent pas dire aux sondeurs qu'ils votent Trump? Est-ce que c'est aussi un problème structurel, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens aux États-Unis qui répondent au téléphone quand ils ne connaissent pas la personne qui appelle, donc les sondeurs ont plus de mal à trouver des échantillons représentatifs, donc du coup ils ratent certaines démographies. Donc au Texas, ils ont raté apparemment les hispaniques, qui en plus ne parlent pas forcément anglais. Donc on a vu qu'au Texas, Biden et Trump étaient donnés au coude à coude, et en fait Trump a gagné de 5 ou 6 points, en particulier grâce à un meilleur score que prévu auprès des hispaniques. Et dans la ceinture de rouille, le Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, c'est plutôt les électeurs blancs et ruraux et on va dire de la classe ouvrière qui auraient été sous-estimés par les sondeurs là aussi.
Donc des biais qui seront difficiles à corriger et qui mettent en cause un peu cette pratique, en tout cas aux États-Unis. Quels sont justement les enseignements sociologiques de ce scrutin pour les différentes familles politiques au sein des galaxies républicaines et démocrates? Alors, je ne peux pas encore être catégorique parce que j'ai vu différentes analyses passer avec les différents résultats sociologiques. Les enquêtes sociologiques sont encore en train d'être produites et d'être affinées. Mais il semblerait que Biden a fait beaucoup moins bien que Clinton auprès des hispaniques dans certains États, en particulier en Floride et au Texas. Donc ça, c'était une tendance lourde, le fait que les démocrates fassent de moins en moins bien auprès de cette population. C'était une tendance qui s'observe dans le temps. Et comment on peut expliquer cette tendance? Alors, il y a différentes hypothèses. Il y a le fait que le parti démocrate ne fait pas grand-chose pour aider les conditions de vie matérielles de ces électorats et qui sont susceptibles d'être touchés par la rhétorique conservatrice. D'abord, les latinos sont quand même assez religieux, donc ils sont attachés à des valeurs conservatrices en termes de droit à l'avortement, de choses comme ça, de liberté de culte. Et ils sont plutôt à gauche sur les questions économiques, donc favorables à l'assurance maladie universelle, à la hausse du salaire. Mais comme le Parti démocrate ne fait pas vraiment campagne, à l'exception de Bernie Sanders, qui avait des très bons scores auprès des latinos, ne fait pas campagne sur ces thèmes, du coup, ça peut expliquer en partie le basculement. On dit aussi que chez les femmes noires américaines, Trump fait mieux qu'en 2016. Ouais, alors là, il faudrait regarder, je n'ai pas les chiffres, donc je ne peux pas confirmer ou affirmer, mais c'est vrai que, en tout cas chez les jeunes, Biden a du mal à fédérer parce que cet électorat a du mal à voir en quoi un vote démocrate va changer leurs conditions matérielles plus qu'un vote républicain ou qu'une abstention. Donc il y a un problème de ce côté-là pour la mobilisation, ça a l'air assez vrai. Mais il faut voir les différentes régions parce que par exemple en Géorgie, où il semblerait que Biden va peut-être remporter l'État, ce qui serait une première depuis 20 ans pour le Parti démocrate. Il semblerait que c'est comme le vote des Afro-Américains qui l'est placé devant. Donc, il faut toujours nuancer avec la géographie. Ok. Est-ce qu'on peut, disons, établir quand même une sorte d'architecture des grandes familles aujourd'hui, de pensée qui sortent de cette élection, ou bien c'est un peu trop tôt? On peut voir différents aspects dans le Parti démocrate, en tout cas, c'est un parti qui est une coalition. Ce n'est pas comme le Parti socialiste en France. Là, c'est un bloc. Là, c'est vraiment une coalition entre des gens très conservateurs, mais quand même un peu plus à gauche que les républicains, et des gens très progressistes, anticapitalistes. Donc, il y a vraiment différents panels dans ce parti. Et du coup, on a observé pendant cette élection une union sacrée contre Trump, mais qui risque de s'arrêter dès que Biden sera à la Maison-Blanche, avec d'un côté, on va dire, des démocrates plutôt de centre-droit ou centre-gauche qui sont assez proches des milieux financiers, qui sont sur la ligne Biden et qui veulent gouverner un peu comme des républicains centristes, on va dire. Et puis d'un autre côté, une gauche plus ou moins combative qui a fait un calcul pragmatique en soutenant Biden, mais qui compte s'y opposer férocement dans les semaines et les mois qui vont venir pour obtenir de lui qu'il gouverne plus à gauche. Et après, il y a à la frange de l'électorat, il y a des gens qui ont voté pour le parti vert ou qui ont refusé de voter Biden, puisque eux, ils vont considérer que Biden et Trump sont deux facettes du fascisme, entre guillemets. Et donc ceux-là, qui sont une minorité, mais intellectuellement présente dans les médias indépendants, n'avaient pas appelé à voter Biden. Mais ça reste une minorité. Merci Chris. Merci beaucoup. Allez, salut. Salut. Place désormais à mon échange avec Bertrand Badi, un des spécialistes des relations internationales français les plus en vue, prof à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule « Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique », paru aux éditions CNRS. Bonjour Bertrand Badi, quel est selon vous l'état de la relation des États-Unis au monde en cette fin d'année 2020 ? La plus grande puissance mondiale a-t-elle perdu ou gagné en influence depuis les années Donald Trump ? Il s'est passé deux choses qu'il faut analyser sérieusement parce qu'on n'en a jamais véritablement tenu compte. D'abord, une transformation interne à la société américaine qui fait que de plus en plus, les Américains, et notamment la fameuse classe moyenne blanche, comme on dit aux États-Unis,
a le sentiment d'être victime de la mondialisation, de ne pas avoir gagné. Et effectivement, c'est vrai, la mondialisation aux États-Unis a fortement profité aux 1% les plus riches, mais a joué contre la classe moyenne, c'est-à-dire la quasi-majorité sociologique de la société américaine. Ce qui veut dire qu'il s'est créé peu à peu au sein de la société américaine un sentiment de rejet et de méfiance à l'égard de la mondialisation. Donc, ce qui était autrefois la vocation américaine de dominer le monde, de l'évangéliser en quelque sorte, de le soumettre à ses valeurs, a été remis en cause déjà de l'intérieur de la société américaine. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. À l'intérieur de la société américaine, on demande aujourd'hui plus de murs, plus d'enfermement et moins s'occuper des affaires des autres. Ça, c'est le côté interne. Et puis, il y a le côté externe. Le côté externe, on a cru en 1989, avec la chute du mur, que la disparition de l'URSS allait ouvrir une autoroute devant les États-Unis, allait favoriser la réussite complète de ce qui était devenu un empire sans rival. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est tout le contraire. On en a un signe empirique, c'est que depuis 1989, toutes les guerres entreprises par les États-Unis ont échoué. Prenez successivement la Somalie, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye aussi, auxquelles ils ont participé. Et on voit qu'à chaque fois, la superpuissance n'a pas eu cette victoire qu'elle escomptait suite à l'effondrement du camp soviétique. Et puis, il y a eu aussi cette mondialisation. Je disais tout à l'heure qu'à l'intérieur de la société américaine, la mondialisation qu'on avait autrefois portée, aidée, favorisée, adulée, est considérée comme quelque chose qui n'a pas joué en faveur de la société américaine dans sa globalité. Et c'est vrai, parce que si maintenant on regarde les choses de l'extérieur, que voit-on? Les puissances émergentes sans cesse prennent plus d'importance dans le commerce mondial. Pensez que les BRICS, par exemple, aujourd'hui, c'est 36% du commerce mondial. 36%, c'est absolument énorme. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est 11% du commerce mondial. Et avec leurs 11%, ils sont même légèrement derrière la zone euro de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États-Unis, dont il ne faut pas oublier qu'en 1945, c'était 25% du commerce mondial et 40% de la production mondiale, sont aujourd'hui dans une situation d'infériorité par rapport à ce qu'ils étaient. Vous avez eu deux moments où on a tenté de redonner du souffle à la puissance américaine. C'était le temps néoconservateur avec George W. Bush. Ça a abouti à l'échec que nous connaissons en Irak. Et puis, ça a été le moment néolibéral avec Barack Obama. Là, le pari d'Obama, c'était que l'économie allait créer ce sursaut qui permettrait aux États-Unis de reprendre la main. Ça n'a pas été non plus totalement concluant. Donc, ne prenons pas le trumpisme pour une fantaisie. Le trumpisme, c'est l'expression d'une société qui est déçue par la mondialisation, qui a peur de devenir ethniquement minoritaire chez elle, qui a peur de la concurrence internationale, qui constate que ses aventures militaires à l'extérieur ont coûté très cher. L'Irak, ça a été près de 1000 milliards de dollars, et qui donc se replie sur elle-même. Se replier sur soi, c'est le contraire même de dominer le monde. Alors, vous avez parlé d'une société qui se sent devenir ethniquement minoritaire, mais globalement, la mondialisation ne profite pas plus aux Américains noirs ou latinos qu'aux Américains blancs. Mais pourquoi, en fait, on a l'impression que l'angoisse, elle est plus l'angoisse du petit blanc américain que l'angoisse de l'Amérique en général? Oui, d'abord, vous avez tout à fait raison. Les minorités ethniques n'ont pas bénéficié de la mondialisation, c'est certain. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de la crise, peut-être même de la pathologie de la société américaine aujourd'hui, il faut avoir les deux éléments en main qui ne se recoupent pas nécessairement. C'est-à-dire, d'une part, le sentiment justifié des petits blancs américains d'être économiquement défavorisés par la mondialisation. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui en ont tiré les dividendes, ce sont vraiment les plus riches, mais
1%, le 1% plus riche de la société américaine, donc il y a une défiance économique, et sur un autre plan, ça ne se recoupe pas nécessairement, il y a une peur ethnique parce que la modification progressive de la structure démographique des États-Unis fait que le petit blanc se sent de plus en plus minoritaire, alors qu'il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire américain, ce sont les descendants des pèlerins du Mayflower qui sont le peuple élu de Dieu censé évangéliser et améliorer le monde dans sa totalité. Donc, ça ne marche plus. Cette idée ne marche plus. Et effectivement, le comportement identitariste, racialiste, pour pas dire raciste, connaît les progrès auxquels nous avons observé à travers notamment les récentes émeutes autour de l'assassinat de George Floyd, puis du mouvement Black Lives Matter. Après les années Bush et même Obama, on ne peut pas dire que Trump a été le président américain le plus va-t-en-guerre. On peut le lui concéder. Est-ce que... Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de 2 tentatives de réanimation de l'hégémonie américaine, qui était la tentative néoconservatrice de George Bush, qui était lui un véritable va-t-en-guerre, et la tentative plus centrée sur l'économie et le soft power et le smart power, qui était la tentative d'Obama. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle trumpien tourne le dos à ces 2 modèles précédents. Il tourne le dos du néoconservatisme parce qu'il considère que le projet néoconservateur était coûteux, donc coûté en vie humaine et en moyens financiers pour les États-Unis sans rapporter grand-chose, et que par ailleurs, la principale préoccupation, comme toujours dans les sociétés en crise, c'est de s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres. En cela, on ne le dit pas assez, Trump n'était pas très éloigné d'Obama. C'est-à-dire que Obama a rompu avec le néoconservatisme de George Bush en disant « mais le leadership militaire américain, ça ne marche plus ». Donc Obama, il ne faut pas l'oublier, a été le premier à s'opposer à l'expédition militaire en Irak, et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis fin le plus rapidement possible à cette entreprise. Donc avec, bien entendu, un discours totalement différent opposé, Trump et Obama se retrouvent sur cette idée que les aventures militaires correspondent à un temps révolu. Alors Obama, c'est plutôt pour dire que ce n'est plus compatible avec ce qui est devenu la mondialisation, et Trump, c'est plutôt pour dire ce n'est pas compatible avec les intérêts nationaux des Américains. Est-ce qu'on peut dire que sous Obama, il y avait une sorte de tentative d'hégémonie morale et technologique, notamment avec les drones, l'utilisation des drones lors des conflits, et aussi avec la sous-traitance? Par exemple, on a vu la crise en Libye, où finalement Obama a sous-traité à Sarkozy le sale travail contre Muammar Kadhafi, alors que Trump, il a rompu un peu plus radicalement avec toute idée même de domination, d'hégémonie, y compris d'hégémonie morale. Alors, plusieurs éléments. D'abord, empiriquement, c'est vrai qu'effectivement, Obama avait tendance à sous-traiter. Peut-être était-ce là l'expression d'un homme qui n'est jamais allé jusqu'au bout de ses convictions absolues. C'est-à-dire, je pense que Barack Obama avait une vision très lucide du monde, mais n'a peut-être pas osé, dans l'ambiance qui était la sienne, d'en tirer toutes les conséquences en affichant, par exemple, une hostilité ou une opposition à une aventure libyenne dont on savait très bien qu'elle allait mal tourner. Vous savez que dans un fameux interview donné à The Atlantic, Obama est revenu sur cet épisode en disant « Moi, je ne voulais pas, on m'a forcé à le faire, c'était Sarkozy qui, dans cette affaire, était va-t-en-guerre. Moi, je l'ai suivi avec scepticisme. » On sait par ailleurs que c'est davantage l'entourage démocrate et notamment Hillary Clinton qui avait poussé Obama à cette intervention alors que lui, à titre personnel, n'était pas très chaud. Donc, on sent, et ça c'est assez remarquable de la personnalité d'Obama, quelqu'un qui avait une intuition très forte des changements qui caractérisaient notre monde, mais n'a peut-être pas osé
le mettre en pratique tout à fait jusqu'au bout. Il n'est pas allé au bout parce que il considérait que l'ampleur des transformations du monde n'était pas gérable par une action politique immédiate, et aussi parce que son entourage était majoritairement pour continuer le modèle ancien. Hillary Clinton n'était pas très loin des positions des néoconservateurs. Hillary Clinton représentait la vision soft des néoconservateurs à l'intérieur du Parti démocrate et était très favorable à l'intervention en Libye, alors que Barack Obama était beaucoup plus sceptique. Et je crois que Barack Obama, fondamentalement, a souffert du rôle que tient nécessairement le leader de transition, c'est-à-dire celui qui sort d'un monde, mais qui n'est pas encore en mesure d'entrer dans ce que j'appellerais le monde post-hégémonique. Et ça, c'est tout le drame de la diplomatie américaine. C'est-à-dire la diplomatie américaine a tenu un rôle hégémonique, en gros, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur, et ensuite de quoi elle n'a jamais pu tenir un rôle d'hégémonie unipolaire comme certains pouvaient le penser, c'est-à-dire lorsque Hubert Védrine parlait d'hyperpuissance, je crois qu'il se faisait quelque illusion. La puissance américaine s'est détériorée dès la chute du mur parce qu'il n'y avait plus en face la puissance soviétique pour l'alimenter, en quelque sorte. Et ensuite, les choses se sont aggravées parce qu'on n'a pas compris que la bipolarité disparue, c'était le monde entier qui se substituait à elle, c'est-à-dire un monde qui incluait les puissances émergentes et qui incluait le Sud. Et ça, la diplomatie américaine, comme d'ailleurs toutes les diplomaties occidentales, n'ont jamais su inclure dans leur analyse les nouveaux venus, les émergents et les puissances du Sud. Tous ces gens n'ont pas su comprendre que le champ de bataille du monde n'était plus en Europe depuis déjà un bon bout de temps, qu'il était passé en Afrique et au Moyen-Orient. Ils n'ont pas compris que l'avenir et la stabilité des relations internationales dépendaient de la gestion de ces conflits au Sud, et ils n'ont pas compris que la gestion et la solution des conflits du Sud ne pouvaient venir que du Sud et non de la tutelle des vieilles puissances. C'est la raison pour laquelle toutes les vieilles puissances, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, notamment en ce moment au Sahel, continuent à s'embourber dans des formules d'intervention qui n'aboutissent à aucun résultat positif et qui, au contraire, les mettent en échec. Eh ben, c'est ça que les États-Unis ont vécu finalement à partir de la dernière décennie du XXe siècle, d'échec en échec. Et Obama, dans une situation de prise de conscience, mais de transition très périlleuse, n'a pas pu immédiatement mettre en place la politique de substitution, d'ailleurs que personne ne connaît aujourd'hui. Personne ne sait quel doit être le nouveau rôle des États-Unis dans ce monde, dans ce contexte totalement renouvelé. Et ça, c'est la grande inconnue pour les années, peut-être les décennies à venir. Parce que Donald Trump, il est un peu l'homme du non au système néoconservateur, mais il n'a rien mis en place en tant que tel. On a vu un non-interventionnisme, mais aussi un refus du multilatéralisme. Trump a torpillé, par exemple, les accords de Paris sur le climat, s'est plaint de financer l'OTAN, il a contesté violemment l'OMS pendant la crise Covid-19. Est-ce qu'il y a une vision du monde qui découle de tous ces non, de tous ces refus? Alors, chez Trump, ma réponse est clairement non, parce qu'il faut bien comprendre que cet homme n'a pas de diplomatie, ne s'intéresse pas à la diplomatie. Trump, comme vous le disiez très bien, c'est le non, c'est le rejet des autres modèles, ce n'est pas l'affirmation d'un nouveau modèle, mais c'est plus que ça. Pour lui, la diplomatie, ce n'est qu'un instrument de sa politique intérieure. C'est-à-dire que le propre de la diplomatie, c'est d'enclencher des négociations internationales. Difficiles ou pas, le rôle du diplomate, c'est de promouvoir des négociations. Ça n'intéresse pas Trump. Ce qui l'intéresse, lui,
c'est l'affichage, c'est-à-dire la diplomatie électorale, par sa posture sur la scène internationale, parler à son électorat et à personne d'autre. L'autre ne l'intéresse pas dès lors qu'il est hors des États-Unis. Ce qu'il veut toujours, et ça a été sa constante pendant 4 ans, c'est se mettre en scène. C'est des effets de démonstration. C'est montrer au peuple américain qu'il défend ses intérêts, qu'il les protège, qu'il regarde d'abord les intérêts économiques et financiers de la société américaine. Et donc, il n'a aucun projet de reconstruction de l'ordre international. Or, qu'est-ce qui permet de distinguer un hégémone, une puissance hégémonique? C'est sa prétention et son aptitude à restructurer l'ordre international. Ça, c'est un premier élément qui est absolument intéressant. L'ordre international ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est se positionner face à son peuple dans la défense des intérêts américains au sein de la scène mondiale. Il y a, et c'est la raison pour laquelle il n'a rien promu de positif. Puis il y a un deuxième élément qu'il faut avoir très sérieusement en tête, et c'était tout le projet de mon livre Intersocialité, c'est qu'aujourd'hui, les relations internationales ne sont plus faites par les pouvoirs politiques. Les relations internationales, elles sont faites essentiellement par les dynamiques sociales, les dynamiques économiques et les dynamiques sociales. C'est les sociétés dans leur rapport, dans leur entrechoc, mais aussi dans leur solidarité éventuellement, qui construisent l'agenda international. Et on le voit bien en pleine crise de coronavirus, ce qui véritablement détermine l'avenir du monde aujourd'hui, ce n'est pas les missiles coréens ou les missiles iraniens, c'est un virus, c'est l'insécurité alimentaire qui fait 9 millions de morts par an, c'est l'insécurité environnementale et tous les périls liés au changement climatique. Et là, non seulement Trump n'a pas de discours, non seulement il ne s'intéresse pas à ces sujets, non seulement il n'a pas un plan pour pouvoir défendre cette sécurité globale qui est menacée, mais il ramène tout à la nation américaine, c'est-à-dire vient anéantir ces phénomènes globaux ou n'en parler qu'en les nationalisant. Par exemple, le virus n'intéresse Trump que pour dénoncer les Chinois. Et donc, reconstituer le nationalisme américain qui est agressé par la crise sanitaire, alors que ce n'est pas la nation américaine qui est agressée, c'est l'humanité tout entière. Alors, Donald Trump est un nationaliste américain. Il a quand même eu un fort impact mondial et des fans dans le monde entier, notamment en France. Pourquoi cette fascination qu'on retrouve dans une sphère qui n'est pas tout à fait l'extrême droite? Il y a de l'extrême droite, il y a de la droite, il y a des inclassables, ce qu'on appelle les complotistes, enfin les antisystèmes, qui peuvent être issus aussi de la gauche. Pourquoi Trump fascine ailleurs qu'aux États-Unis, alors qu'il est d'abord un nationaliste américain? Eh bien, d'abord, je dirais parce que la crise de la société américaine n'est pas la crise de la seule société américaine. Et que ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi de manière peut-être moins spectaculaire, moins ostentatoire dans beaucoup d'autres pays. Et tout ceci se ramène à une catégorie commune dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le national-populisme. Trump, c'est la version américaine du national-populisme, et donc on comprend qu'il soit populaire chez les nationaux populistes que l'on retrouve un peu partout de par le monde, soit dans des pays où ces nationaux populistes sont au pouvoir. Je pense au Brésil de Bolsonaro, je pense à la Hongrie de M. Orban, je pense à la Pologne de M. Kaczewski, et on pourrait ainsi continuer, à un moment l'Italie de M. Salvini, et puis toutes les forces qui, sans être au pouvoir, sont de plus en plus remuantes dans les opinions publiques. En France, où le national-populisme était quand même présent au deuxième tour de l'élection présidentielle et continue à être présent, est mort peu à peu, même sur les gouvernements en place, où on sent, en écoutant M. Darmanin, par exemple, on voit très bien ces échos nationaux populistes. Donc, sans être forcément l'emblème de tous ces gens-là, sans être
l'idole de tous les nationaux populistes, nombreux sont ceux qui, dans le monde, acceptent, je dirais, les 3 postulats trumpiens, c'est-à-dire méfiance à l'égard de la mondialisation, mise en avant des intérêts nationaux du pays dans l'ignorance des interdépendances liées à la mondialisation, et troisièmement, construire des murs pour s'isoler et éventuellement même se purifier, terme affreux que je mets entre guillemets, en limitant ou en contenant les processus migratoires. Vous savez, le discours migratoire de Trump et le mur qu'il a essayé de construire entre les États-Unis et le Mexique, vous le retrouvez presque mot pour mot dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Donc tout ceci s'explique très bien. Et quand on regarde le naufrage, pour employer le terme de Robert Cohen dans le New York Times il y a quelques jours, quand on regarde le naufrage de la pensée américaine aujourd'hui, pensons à nous et demandons-nous si on n'y va pas. Quand je vois qu'il y a eu ce fameux appel des 100 universitaires qui dénonçait le multiculturalisme ou le postcolonialisme comme étant responsable des violences que nous connaissons dans notre société, je vois que cette sensibilité n'est pas loin. Et quand cet appel demandait que l'on fasse remonter tous les discours de cette nature pour éventuellement les sanctionner, je me dis qu'on est dans une sensibilité para-trumpienne. Donc, après Trump, il y aura encore du Trump. Ah mais Trump n'appartient pas à lui-même. Ce qui est exclusivement trumpien, c'est le style du personnage, c'est sa coiffure. Mais l'essentiel n'est pas là. Trump incarne cette posture de rejet de la mondialisation au nom de la préférence nationale. Quand on dit aux États-Unis « America First » et qu'on dit en Europe « préférence nationale », on dit la même chose. Et ça, Trump battu ou pas battu à cette élection américaine, Trump président ou pas président, ça ne va pas s'évaporer. Trump, c'est quand même, on le voit avec le dépouillement à cette heure-ci non terminé, c'est quand même quelque chose autour de 45% de la société américaine, ce qui n'est pas rien. Donc ne croyez pas que la défaite du personnage va éteindre cette espèce de relent nationaliste, identitariste et je dirais d'enfermement. Le nationalisme, quand il a été inventé, c'est un nationalisme de libération face à l'absolutisme, face au colonialisme, face aux empires. Le nationalisme qu'on réinvente aujourd'hui, c'est un nationalisme de fermeture, c'est-à-dire pour se sauver, rentrons chez nous, fermons les portes, les fenêtres, les persiennes et verrouillons de manière à ce que personne n'entre chez nous. C'est bien un des 2 modèles en concurrence aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a aussi vu dans l'Amérique de ces dernières années, c'est que finalement, un personnage très riche, un personnage issu de la grande bourgeoisie, a réussi à se légitimer auprès de pauvres qui, normalement, auraient dû se tourner vers un parti démocrate qui, aujourd'hui, est considéré comme le parti de l'argent, des forces de l'argent, des lobbies du système. Comment ça s'est passé? Comment cette transition a pu avoir lieu dans cette Amérique-là? Vous savez, le propre du populisme, c'est de savoir produire une rhétorique audible. La force de Trump, ça a été de dire à cet électorat souffrant, pour l'essentiel, ce qu'il avait envie d'entendre. Et la magie, je dirais la triste magie du populisme, c'est de savoir inventer les boucs émissaires qui soulagent la rage et la colère de ceux qui se sentent menacés. Et effectivement, lorsque vous dites vous êtes menacé, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans une situation de souffrance parce que vous avez contre vous la mondialisation, les migrations, les religions et les cultures qui sont différentes des vôtres, eh bien, vous créez une situation de confort d'écoute qui fait qu'on est spontanément
attiré par vous. On va davantage retenir le discours que l'histoire personnelle de l'individu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Joe Biden est susceptible de rebrander l'Amérique, de refaire la marque américaine qui a quand même souffert des années Trump à l'étranger? Ça, c'est peu sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, si finalement il est élu, il aura été mal élu. Et il semblerait qu'il soit élu. Alors là, il faut évidemment attendre encore quelques heures pour en être certain, avec un congrès qui ne sera pas facile. Vous savez que le président des États-Unis ne peut pas faire grand-chose quand il a le congrès contre lui. À l'heure où je vous parle, il semblerait que le congrès ne soit pas à majorité démocrate, notamment le Sénat, ce qui déjà réduit ses capacités d'action. Deuxième élément, on en a beaucoup parlé, je ne fais que le rappeler, le courant d'idées que représente Trump, c'est quand même presque la moitié de la société américaine. Donc, il ne peut pas abolir ce sentiment nationaliste, de méfiance à l'égard de l'autre et de repli sur soi. Il va falloir composer avec, d'une manière ou d'une autre. Et puis, troisième élément, on a commencé à en parler avec Barack Obama, c'est qu'on n'a pas de modèle de substitution. Et ni le Parti démocrate, ni les intellectuels américains, ni personne à ma connaissance n'a réussi à définir ce que peut être la diplomatie de l'Amérique post-hégémonique. Si tout le monde, d'une manière ou d'une autre, en termes cachés ou pas, se retrouve pour dire bah non, la posture hégémonique dans le temps qui combinait la suprématie militaire, économique, culturelle, politique, ce n'est plus possible, vous n'avez personne pour proposer un modèle alternatif. C'est-à-dire très concrètement, si c'est ça, qu'est-ce qu'un président démocrate, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la veine populiste de Trump, qu'est-ce qu'un président démocrate peut faire? Obama n'a pas transformé l'essai. Il a fait un magnifique discours, rappelez-vous, au Caire en 2009, vantant un monde plural, reconnaissant pour la première fois de la part d'un président américain de manière explicite ce qu'est la mondialisation, sa complexité, sa diversité, donc l'impossibilité d'une hégémonie culturelle unique, mais le passage à la pratique ne s'est pas fait. Et il ne s'est pas fait parce qu'on ne sait pas faire. Et quand on connaît Biden, quand on voit le profil de l'homme, qui est un centriste, qui ne veut fâcher personne, c'est un peu le François Hollande américain, sans vouloir être trop méchant, c'est-à-dire l'homme des synthèses. Il va avoir fort à faire pour concilier tout le monde dans le camp démocrate, parce qu'entre les jeunes qui soutenaient Bernie Sanders et la machine démocrate qui a encore la nostalgie de l'époque clintonienne, il y a une énorme marge. Et donc, il va falloir gérer cette marge. Et quand on doit faire la synthèse, on ne choisit pas des formules qui soient véritablement révolutionnaires. Donc, il va falloir jouer du compromis. Et puis, il y a un autre compromis qu'il lui faudra passer, qui va être très, très difficile à passer. C'est avec ses, entre guillemets, alliés et alliés européens en particulier. Il faut voir aussi à quoi ressemble l'Europe aujourd'hui. Pendant 4 ans, elle a été tétanisée par Trump. Elle sentait que Trump ne l'aimait pas beaucoup, mais elle a été incapable d'opposer à Trump un modèle de substitution à sa propre diplomatie. L'Europe, la catastrophe, c'est qu'elle reste dans la nostalgie atlantiste. Enfin, ses dirigeants, du moins, restent dans la nostalgie atlantiste. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils nostalgiques du temps de la guerre froide, du temps d'une OTAN vivante et vivace ? C'est parce qu'il n'y a pas de politique étrangère commune à l'ensemble des pays européens. Vous ne pourrez jamais unifier les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Grèce et la France sur une politique étrangère commune. Et puis, on n'a pas davantage de politique de défense commune. Et puis, si on avait une politique de défense commune, ça coûterait cher
et dans la situation économique actuelle, on ne veut pas payer davantage. Donc le parapluie américain, c'est formidable. On était effrayés lorsque Trump menaçait de refermer ce parapluie. Et du coup, comment négocier avec une Europe qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, dont les dirigeants préfèrent le statu quo. Donc, quand vous avez des partenaires qui veulent le statu quo, ce n'est pas facile de faire de l'innovation. Donc, moi, j'ai très peur que la présidence Biden, si elle s'effectue, ressemble, disons, à la présidence Clinton. C'est-à-dire, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, vous pourrez aller directement à la page des sports, des mots croisés et des sudoku quand vous lirez votre journal. Est-ce que Biden sera un va-t-en-guerre? C'est intéressant parce que il n'y a pas que les républicains bushiens qui étaient des va-t-en-guerre. Je le disais tout à l'heure, il y a à bas bruit un courant néoconservateur qui existe encore dans le Parti démocrate et cette idée de vouloir imposer partout la démocratie. Ça fait aussi partie du bréviaire démocrate que Obama avait mis en sourdine, mais Obama était assez minoritaire. Vous savez que c'était un des rares à s'opposer dès le départ à la guerre en Irak. Et en cela, il n'était pas représentatif du Parti démocrate tel qu'il existait à l'époque. Donc, il y a toujours cette sensibilité interventionniste, je dirais, chez les gardiens du temple, du vieux temple démocrate. Tout à l'heure, je faisais référence à la jeunesse. Les jeunes ne sont pas comme ça. Et les jeunes qui ont suivi, je dirais, de façon résolue Bernie Sanders, eux, au contraire, non seulement n'étaient pas interventionnistes, mais appelaient à une transformation profonde de la politique étrangère américaine. Par exemple, de soutien aux Palestiniens face aux postures de M. Netanyahou, ce que jamais Biden ne fera. Donc, il va être sollicité, tiraillé par des courants différents. Je ne crois pas qu'il ralliera la politique étrangère New Look telle que émise par Bernie Sanders ou Elizabeth Warren d'ailleurs, mais je ne crois pas non plus parce qu'il devra être un homme de synthèse, qu'il sera un va-t-en-guerre. Ça sera un centriste et je vous dis, moi, c'est plutôt le modèle clintonien. Vous savez, Clinton n'était pas très interventionniste. Il s'est fait beaucoup tirer l'oreille pour intervenir dans les Balkans. C'était plutôt les Européens qui tiraient la sonnette pour faire venir les Américains sur le terrain balkanique. C'était la guerre de son temps, de ces deux mandatures. Je pense que Biden cherchera à échapper à la dynamique de la guerre, surtout que depuis Clinton, il s'est passé quelque chose quand même de très très important, c'est que, on a la démonstration que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose par usage de l'instrument militaire dans le monde actuel, et deux, et ça c'est très important, c'est les sociétés locales, c'est-à-dire des pays souffrants, des pays affectés par la guerre, qui peuvent décider du sort de leur conflictualité, de l'évolution de leur conflictualité. Vous savez, tant qu'on ne rendra pas au monde moyen-oriental et au monde africain la maîtrise de sa propre conflictualité, on ne progressera pas dans la solution des conflits. Et ça, c'est quand même une idée, on n'ose pas le dire, mais qui fait son chemin. Merci Regardez beaucoup. la déconflictualité, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette émission et de nous mettre des petits pouces bleus. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs du Média TV. À plus.